Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Psyturie, la chaîne qui parle mouvements sociaux, idées politiques et justice éco-sociale. Et aujourd'hui, on se retrouve pour discuter des origines profondes de la crise politique française actuelle avec les professeurs en économie politique Bruno Amable et Stefano Palombarini dans ce livre « L'illusion du bloc bourgeois, alliance sociale et avenir du modèle français ». Bon, là j'ai la version anglaise, mais c'est le titre original. Alors évidemment, devant l'hostilité croissante d'une partie de la population contre Emmanuel Macron, les auteurs ont eu bien des occasions d'exprimer leurs propos. Sur Mediapart en juin 2017, sur le Média en juin 2019, dans un live du vidéaste Usul en décembre 2020, dans un entretien avec le parti de gauche en mars 2021, et la chaîne YouTube Respublica Universalis a également fait une vidéo intéressante sur ce livre en 2018. Alors, quel est l'intérêt de cette vidéo? Premièrement, les précédents entretiens pour des médias durent entre 40 minutes et 2 heures, ne se concentrent pas que sur le livre et comprennent parfois d'autres invités. Deuxièmement, j'ai fait un joli montage avec plein d'images d'archives filmées avec des pommes de terre. Allez, c'est parti! Les auteurs décident de commencer leur livre par un rapport rédigé par Terra Nova, le célèbre think tank proche du Parti socialiste, en vue des élections présidentielles de 2012. Sobrement intitulé « Gauche, quelle majorité électorale pour 2012 ?», ce rapport a fait l'effet d'une bombe au sein de la gauche française. Selon Terra Nova, la gauche doit former une nouvelle coalition électorale en vue de construire la France de demain. Une coalition formée d'électeurs et d'électrices progressistes, urbains, diplômés et surtout qui soutiennent l'économie de marché et l'Union européenne. Ce nouvel électorat naturel de la gauche serait un électorat d'outsiders qui souhaite briser le plafond de verre par opposition à un électorat ouvrier qui est perçu comme un électorat d'insiders qui souhaiterait protéger ses petits intérêts égoïstes. Un retournement de perspective à la logique plus que douteuse, mais qui permet à Terra Nova d'expliquer la crise du rapport entre la gauche et les classes populaires et la nécessité de les abandonner. Plusieurs facteurs sont avancés pour justifier cet abandon. En premier lieu, la mondialisation. Selon le rapport, le modèle de société porté par la social-démocratie, l'économie sociale de marché autour de la construction de l'État-providence, n'est plus compatible en l'état avec le nouveau monde globalisé. Il doit être refondé. L'abandon des classes populaires va de pair avec l'abandon du rôle historique de la gauche dans la construction de l'État-providence. Terra Nova invoque ensuite le déclin de la classe ouvrière suite à la désindustrialisation et l'entrée dans une économie de services dominée par les employés de la classe moyenne. Et enfin, Terra Nova cite un troisième facteur qui serait entièrement le fait des ouvriers, le changement des valeurs culturelles. Mai 68 aurait amené la gauche vers le libéralisme culturel et les valeurs portées par les mouvements féministes, LGBT, antiracistes ou encore écologistes, qui, selon Terra Nova, seraient des valeurs rejetées dans les milieux ouvriers, caractérisées par un repli sur soi. Les milieux ouvriers sont décrits comme étant hostiles à la diversité culturelle, à l'immigration et aux valeurs morales de la société moderne. Toujours selon le rapport, contrairement à l'électorat historique de la gauche, coalisé par les enjeux socio-économiques, cette France de demain est avant tout unifiée par ses valeurs culturelles et progressistes. Elle veut le changement, elle est tolérante, ouverte, solidaire, optimiste, offensive. C'est tout particulièrement vrai pour les diplômés, les jeunes et les minorités. Elle s'oppose à un électorat qui défend le présent et le passé contre le changement, qui considère que la France est de moins en moins la France, que c'était mieux avant, un électorat inquiet de l'avenir, plus pessimiste, plus fermé et plus défensif. Pour faire le plein, la gauche doit dès lors faire campagne sur ses valeurs socio-économiques, mais surtout sur la promotion des valeurs culturelles qui rassemblent toutes les composantes de son nouvel électorat. La gauche ne peut pas faire des classes populaires sa stratégie centrale. Il ne peut s'agir que d'une stratégie complémentaire, car les classes populaires conjuguent des valeurs socio-économiques de gauche et des valeurs culturelles de droite. Une stratégie d'élargissement vers les classes moyennes implique donc d'insister sur un narratif
autour des valeurs culturelles et de mettre sous l'éteignoir les propositions économiques et sociales trop marquées à gauche qui pourraient les faire fuir. Pour les auteurs, cette analyse de Terra Nova est factuellement incorrecte. Alors premièrement, s'il existe bien une crise entre la gauche et les classes populaires, ça ne se traduit absolument pas par un vote massif des classes populaires pour le Front National. L'électorat populaire et ouvrier ne se caractérise pas par un glissement à l'extrême droite, mais par l'abstention, ce qui a d'ailleurs pour effet de gonfler artificiellement les scores du Front National. Deuxièmement, Terra Nova établit que plus une personne a un niveau d'éducation élevé, plus elle a de chances d'être proche des valeurs culturelles de la gauche, qui sont comprises ici comme la plus grande ouverture sur les mœurs et la plus grande tolérance vis-à-vis de la diversité culturelle et de l'immigration. Et inversement, le faible niveau d'éducation et de qualification des ouvriers les rendrait du coup hostiles à ces valeurs. Mais là aussi, on peut légitimement se poser des questions sur la manière dont Terra Nova a déterminé cette liste de valeurs, qui semble d'ailleurs exclure les valeurs de solidarité et d'égalité. Enfin, le rapport fait comme si le divorce entre la gauche et les ouvriers n'avait rien à voir avec les politiques publiques que les gouvernements français de gauche et de droite ont menées depuis des décennies, notamment sous François Mitterrand. J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. L'important pour Terra Nova, ce sont les valeurs et non la politique économique, dont on reconnaît de toute façon qu'elle est plus ou moins la même que celle de la droite. Donc si on résume la vision développée par Terra Nova, les classes populaires seraient le vestige d'un monde en décomposition et qui tomberait de plus en plus au niveau des valeurs culturelles vers les valeurs culturelles de la droite, voire de l'extrême droite, et que par conséquent la gauche ne pourrait plus répondre à leurs attentes. C'est un électorat qu'il faut abandonner. Et dès lors, la mission de la gauche ne serait plus de faire avancer les droits des travailleurs et des travailleuses, mais au contraire de détricoter ces droits, qui sont perçus comme des obstacles à la modernité et des obstacles à la protection des intérêts des catégories de la population qui constitueraient le nouvel électorat naturel de la gauche. Et pour Terra Nova, l'évolution du rapport entre la gauche et les classes populaires serait expliquée par des facteurs objectifs, comme la mondialisation, la désindustrialisation ou l'aspect éminemment rétrograde des valeurs ouvrières. Les auteurs contestent fermement l'analyse de Terra Nova, qui représente le délitement des liens entre la gauche et les classes populaires comme une fatalité inévitable. Selon eux, il s'agit au contraire d'une stratégie politique délibérée et planifiée par le Parti socialiste, et dans une moindre mesure par le Parti communiste, qui a conduit à la précarisation, la fragmentation et le déclassement économique et symbolique du monde ouvrier. Et comprendre tout ça, ça demande de mettre de côté tous les phénomènes qu'on va juger extérieurs et inévitables, comme la mondialisation ou les mutations culturelles et industrielles, pour s'intéresser à l'analyse des stratégies et des politiques gouvernementales qui ont contribué à marginaliser les classes populaires. Je crois que l'important, c'est que tout le monde en France comprenne bien ce qui se passe, qui n'est pas très simple, mais qui est pourtant limpide dès qu'on le décrit. Au cœur de cette crise se trouve l'identité du Parti socialiste. Cette question se pose de manière très visible à partir de l'année 1983, l'année officielle de la conversion au néolibéralisme du Parti socialiste. On est loin, très loin du triomphalisme de Valence. Jean Popren n'a pas hésité ce matin à faire l'autocritique du parti et à parler même de l'insatisfaction des Français. Et il nous faut le reconnaître, encore une fois sans morosité excessive, mais comme un fait de la réalité. Nous n'avons pas réussi vraiment l'accompagnement populaire du changement. Parti socialiste, qui était pourtant arrivé au pouvoir avec l'ambition de transformer les structures de l'économie française par un programme d'inspiration keynésienne et marxiste. Nous ne sommes les gens ni de l'amertume, ni de la revanche, ni de la vengeance, mais peur pour le pouvoir et pour les privilèges qu'ils ont accumulés à travers les temps, que dis-je, à travers le siècle de la société industrielle. Pour les auteurs, il s'agit moins d'une conversion qu'un changement d'équilibre interne au sein du PS, dont ils vont retracer les origines.
Le revirement du PS ne s'est pas fait au nom du néolibéralisme, trop marqué à droite, mais à une autre idéologie, le modernisme. Et pour les auteurs, ces deux idéologies ont des points communs. Le néolibéralisme et le modernisme partagent l'idée que l'État doit jouer un rôle actif dans la préservation de l'économie de marché, contrairement au libéralisme traditionnel qui envisage le retrait total de l'État. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel type d'État. Pour le néolibéralisme et le modernisme, la politique ne devrait pas vraiment être confiée au Parlement, mais plutôt à une élite technocratique compétente, chargée d'assurer l'intérêt général par une gestion rationnelle de l'administration et de l'économie. Une vision qui a été ardemment défendue en France par les ingénieurs des grandes écoles comme Polytechnique et les industriels. La démocratie est vue avec méfiance car elle donnerait trop d'importance aux attentes irrationnelles ou de court terme des citoyens. Pour les modernistes, seule la compétence technique donne la légitimité pour prendre des décisions. Cette gestion rationnelle permettrait une augmentation du niveau de vie, ce qui répondrait à la question sociale que le libéralisme traditionnel avait négligée, et désamorcerait aussi toute tentation révolutionnaire des classes populaires. Car en effet, le néolibéralisme comme le modernisme partagent une hostilité envers le communisme, le socialisme et tout mouvement se référant au marxisme qui propose une sortie du système capitaliste. Au contraire, le projet néolibéral et le projet moderniste font la promotion d'un capitalisme éclairé. La différence entre les deux courants concerne les objectifs de l'intervention publique. Pour les modernistes, il s'agit d'améliorer à long terme les structures économiques, alors que pour les néolibéraux, il s'agit de préserver une organisation concurrentielle du marché. Le modernisme a été d'autant plus attrayant pour une partie de l'élite politique française qui percevait et continue à percevoir la France comme étant en retard d'un point de vue économique ou technologique par rapport à ses voisins, à ses alliés ou à ses rivaux. Le modernisme intervient donc dans un contexte d'obsession française pour le déclin du pays, pour son retard et pour la responsabilité supposée des pouvoirs publics dans ce retard. On a donc deux courants qui convergent sur leur croyance en une élite technocratique qui serait au-dessus des querelles politiques, sur le bien fondé du modèle capitaliste, sur leur méfiance concernant l'approfondissement des processus démocratiques et les mouvements sociaux, et sur leur rejet des extrêmes, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à la gauche du PS et l'extrême droite, qui sont mis dos à dos. Et en cela, le courant moderniste a fait le pont entre la gauche non communiste et la droite en préférant les alliances avec les centristes plutôt qu'avec les communistes. Alors, si avec ça, vous ne trouvez pas que le Parti socialiste a procédé à un virage à droite, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Le courant moderniste est présent dès la création du PS en 71, même s'il est alors minoritaire, environ un tiers du parti. Mais à l'arrivée au pouvoir du PS en 81, ce courant va beaucoup gagner en influence, ce qui explique en partie le fameux revirement politique de 83, comme le montre ce discours du Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, prononcé en 1984. La même année, un certain François Hollande déclare que la gauche n'est pas un projet économique, mais un système de valeurs dont la survie dépendrait de sa capacité à se restructurer d'abord afin de faire accepter la modernisation à l'ensemble de la société. En 1985, lorsque des protestations éclatent contre le revirement politique moderniste et ses conséquences sur la gauche, Jacques Delors, l'ancien ministre de l'économie de Mitterrand, écrit « L'histoire dira qui, des utopistes d'avant 81 ou des réalistes de 82 et 83, est responsable de cette soudaine crise de confiance de la gauche. » Ajoutant que, depuis 1982, la gauche française s'est consacrée corps et âme à réhabiliter le marché, l'entreprise et le patronat, à faire naître l'action comme épargne, à chasser le mythe anticapitaliste, et que tous les Français doivent se convertir d'urgence à l'esprit du marché. Des idées bien différentes de celles qui avaient été exprimées en 1971 au congrès d'Épinay, au cours duquel Mitterrand avait prononcé cette phrase célèbre « Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec
la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Le PS s'inscrit dès lors dans un mouvement plus général de conversion au néolibéralisme des partis sociodémocrates européens qui se produit sous des appellations variées comme Deuxième Gauche, à ne pas confondre avec la Nouvelle Gauche, ou encore Troisième Voie. Le but n'est plus du tout ici de redistribuer les richesses et d'éventuellement sortir du système capitaliste, mais bien de donner à tout le monde les opportunités de réussir sous le système capitaliste. Sous prétexte d'un déclin de la classe ouvrière et de ses intérêts matérialistes, et d'une montée des intérêts individuels et post-matérialistes de la classe moyenne, ce mouvement va progressivement rejeter la pertinence du clivage gauche-droite, notamment concernant le rôle de l'État dans l'économie. Une vision politique que les cadres dirigeants du PS ont pleinement assimilée afin de justifier leurs alliances électorales et se conformer au reste de la social-démocratie européenne. Les socialistes ont réfléchi sur eux-mêmes. Nous sommes des hommes d'expérience et nous sommes capables d'évoluer. Car en effet, la construction européenne a joué un rôle important dans ces transformations en ajoutant un clivage supplémentaire à gauche. D'un côté, les partisans d'une Europe fédéraliste et libérale, qui sont plutôt soutenus par les classes moyennes et supérieures, et d'un autre, les opposants à ce projet, qui sont plutôt soutenus par les classes populaires. Contrairement à des idées reçues, il ne s'agit pas d'une opposition entre pro-européens et nationalistes, mais bien d'un désaccord sur les impacts sociaux et économiques des politiques néolibérales européennes. Les débats lors du référendum de Maastricht en 1992, ou celui du traité constitutionnel européen en 2005, sont très clairs à ce sujet. Les votes oui et non semblent diviser les salariés entre col bleu et col blanc. Car ici, les ouvriers ont appliqué par les urnes la devise de l'entreprise. Un vote massif pour le non que le patron ne comprend pas. Et donc les positions du PS concernant l'Europe ont contribué et contribuent encore à creuser le fossé entre la gauche et les classes populaires. Pour les auteurs, la présidence de François Hollande représente le point final de ce long processus par lequel l'idéologie moderniste du PS a provoqué une crise profonde entre la gauche de gouvernement et les classes populaires. Une transition qui a été aussi favorisée par l'affaiblissement du Parti communiste, ce qui a permis au PS de ne plus avoir à mettre de l'eau dans son vin pour construire une majorité parlementaire. Libéré de ses alliés à gauche pour la première fois de son histoire, le PS a pu introduire les réformes néolibérales élaborées à Bruxelles au cœur du modèle français, notamment en s'attaquant au Code du travail. Et depuis 2012, la France a suivi le chemin que l'Allemagne avait déjà commencé à emprunter à partir des années 2000. Comme en Allemagne, la stratégie du PS qui s'est déployée en invoquant un prétendu réalisme économique et la nécessité de moderniser l'économie marque une rupture définitive avec l'unité sociale et politique de la gauche. Mais selon les auteurs, malgré la domination idéologique de la gauche moderniste sur le PS, celui-ci n'a toujours pas réussi à identifier une base sociale pour son propre projet. Jusqu'alors, le PS se contentait de gagner les élections en faisant des promesses au bloc de gauche. Des promesses qu'il ne tenait pas une fois au pouvoir. La fin du mandat de Hollande marque l'essoufflement de cette stratégie électorale qui a poussé le PS à chercher une porte de sortie à travers le bloc bourgeois. Selon les auteurs, la fracture du bloc de gauche remonte au tournant de la rigueur sous Mitterrand à partir de l'année 1983. S'il faut évidemment rappeler que le bloc de gauche d'avant 1983 n'a jamais été homogène, ni dans sa sociologie, ni dans ses aspirations, il faut aussi souligner que les groupes s'identifiant au projet moderniste y étaient minoritaires. Nous l'avons vu, après 83, les modernistes deviennent dominants au PS et articulent leur politique économique et sociale au nom d'un soi-disant réalisme économique ou d'une nécessaire intégration européenne. Les quelques choix qui tranchent avec la position moderniste, comme les vagues de nationalisation, peuvent être interprétés comme des cas de concessions stratégiques envers le bloc de gauche. Car malgré leur victoire idéologique et politique au sein du PS,
Les modernistes ont constamment dû chercher le soutien du bloc de gauche dans leur campagne électorale. Il y a ceux qui devraient être là, qui ne sont pas là, les centristes par exemple, pourquoi? Même s'ils ne sont pas insensibles au thème de la France unie, les centristes, eux, restent dans l'opposition. Vous êtes la majorité et nous sommes l'opposition. Vous souhaitiez, et vous souhaitez toujours, j'imagine, que socialistes et centristes se retrouvent justement sur cette ligne, la ligne de la solidarité. Vous avez échoué? Quant aux communistes, ils critiquent une ouverture qui consiste, selon eux, à faire appel à d'anciens ministres giscardiens ou à des barristes notoires. Et pour les auteurs, cela démontre l'incapacité des modernistes du PS à construire des alliances électorales alternatives. Et concrètement, à trouver une base sociale qui puisse soutenir leur stratégie et les porter au pouvoir. À moins que ne se produise un changement profond dans les clivages politiques français avec l'apparition d'une nouvelle alliance sociale, le bloc bourgeois. Les auteurs commencent par une observation qui semble assez importante à mentionner. Un bloc social, c'est avant tout un regroupement d'intérêts. Ça n'existe pas objectivement en soi. Il faut l'imaginer et le construire par le discours. Et en cela, un bloc social est toujours le résultat de l'action des forces politiques qui vont proposer un ensemble de politiques économiques et structurelles qui leur semblent satisfaisantes. Et donc, de la même manière que l'éclatement du bloc de gauche en France a été largement la conséquence des actions de la gauche gouvernementale, l'émergence du bloc bourgeois correspond lui aussi à une stratégie politique organisée. La première étape pour construire le bloc bourgeois, c'est de rassembler les partisans des réformes néolibérales, qui sont en fait assez dispersés. Pour ce faire, l'intégration européenne joue un rôle décisif, parce que d'une part, les réformes voulues par les institutions européennes vont clairement dans le sens du modèle néolibéral, et parce que l'objectif d'unification européenne peut clairement être présenté comme quelque chose qui dépasse le simple contexte national, mais aussi le clivage gauche-droite, et donc servir de levier pour restructurer l'offre politique nationale. Cette question de restructuration de l'offre politique nationale peut d'ailleurs nous permettre de réinterpréter la stratégie de Mitterrand de faire monter le Front National. Alors certes, cette stratégie permet de diviser la droite et donc de l'affaiblir, mais elle permet aussi de pousser la partie la plus radicale de la droite dans les bras du Front National et d'envisager la possibilité de faire des alliances avec la droite dite modérée. Alors à l'époque, c'est une stratégie qui a clairement échoué. Mais la restructuration de l'offre politique autour d'un pôle européen et libéral, lui, il a perduré. La campagne de 2007 de François Bayrou est emblématique de cette restructuration. Et avec un score de 18% au premier tour, Bayrou a démontré que la construction d'un bloc bourgeois était désormais une chose imaginable. La meilleure façon de faire avancer un pays, c'est peut-être de réunir les meilleurs autour d'une table et de leur dire bon, on fait quelque chose si le pays est vraiment en crise, maintenant on travaille tous ensemble pour arriver à quelque chose. Il est vraiment du centre, il mélange tout, la droite, la gauche, il prend les idées de tout le monde, il mélange ça et c'est ça qui fait la force d'un pays. Mais pour les auteurs, la lecture du bloc bourgeois comme étant un bloc modéré est loin d'être solide. Déjà, il faut bien comprendre que le bloc bourgeois est composite. Ceux qui s'identifient le plus à ce projet politique sont en effet les sociolibéraux du centre-gauche, mais on y compte aussi un autre groupe, situé au centre-droit, et qui se différencie principalement sur le rythme des réformes à mener, qu'ils souhaiteraient être plus rapides, sur les privatisations, qu'ils voient d'un œil positif, et sur l'immigration, qu'ils voient d'un œil plutôt négatif. Pour les auteurs, ce qui empêche l'émergence du bloc bourgeois est précisément la structuration traditionnelle de l'offre politique autour du clivage gauche-droite. En gros, il faudrait que ce bloc puisse s'incarner politiquement dans un mouvement qui ne paraisse ni à droite ni à gauche. Les tentatives d'instiller l'idée que le clivage gauche-droite n'existerait pas ou serait d'un clivage dépassé doivent donc être comprises comme une stratégie discursive visant à construire le bloc bourgeois. Un bloc dont le poids dans les élections ne cesse d'augmenter, non pas parce qu'il serait numériquement majoritaire, il serait même plutôt minoritaire, mais à cause de l'abstention croissante des classes populaires. La fracturation des anciens blocs sociaux en France est un long processus vieux d'au moins 30 ans.
Et toutes les tentatives de rassembler un nouveau bloc dominant se sont soldées par un échec. Pour les auteurs, il s'agit d'une crise politique profonde qui pousse certaines forces politiques à chercher de nouvelles stratégies. On tente de dénoncer un clivage gauche-droite qui serait obsolète. On tente de s'étendre à de nouveaux enjeux susceptibles de former de nouvelles alliances. On tente de ressusciter les anciens blocs traditionnels. On tente aussi de faire des combinaisons de ces tentatives. Bref, c'est un paysage politique qui est en pleine phase de mutation. Et c'est super important de comprendre ça parce que l'offre politique et la demande politique sont doublement liées. Car à court terme, l'offre politique répond à des demandes, mais à long terme, elle contribue à orienter ces demandes, notamment en définissant ce qui est de l'ordre du possible. Me voici devant vous, et pour vous dire où nous en sommes, où nous allons. Depuis les années 70, avec la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et l'action de Raymond Barre en tant que Premier ministre, la transformation du capitalisme français s'est faite sous le signe de la néolibéralisation, ce qui s'est traduit par le démantèlement du modèle socio-économique qui prévalait pendant les 30 Glorieuses. Si cette transformation a touché la plupart des institutions sociales, elle ne s'est pas faite de manière linéaire ou continue, ni même avec la même intensité. Mais toujours est-il que ces transformations ont pulvérisé les anciens blocs sociaux traditionnels, à droite mais surtout à gauche, ce qui révèle au grand jour le décalage croissant entre certains groupes de la population et les politiques qui sont menées. Et cette rupture des blocs sociaux traditionnels a poussé la droite comme la gauche à chercher un bloc social alternatif et à redéfinir leurs alliances. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, merci mes amis, Emmanuel Macron, dont le parti LREM peut prétendre représenter à lui seul le bloc bourgeois de par sa position hégémonique au sein de l'Assemblée nationale, ne cherche plus à former des alliances politiques avec les formations traditionnelles de gauche et de droite, mais plutôt à les détruire et à en rallier certains débris derrière lui. De simples digéreurs, intestins silencieux de la bouche élyséenne. Un rassemblement fondé sur une vision positive de l'intégration croissante du pays aux marchés européens et internationaux et qui repose essentiellement sur une partie de la classe moyenne et les classes supérieures. Néanmoins, si le marketing politique d'Emmanuel Macron n'a cessé de vanter sa nouveauté, il s'inscrit parfaitement dans la tradition technocratique, moderniste et néolibérale, incarnée par Valéry Giscard d'Estaing depuis les années 60. Pour que la France rayonne, elle doit offrir un visage humain, libéral, mondialiste et moderne. Chirac dans les années 80, Balladur dans les années 90, Sarkozy dans les années 2000 ou Hollande dans les années 2010, qui se sont tous placés sous le signe de la réforme. Pour les auteurs, des formations de gauche comme la France Insoumise devraient donc approfondir leurs liens avec les classes populaires sur la base de la défense de la solidarité et de la justice sociale, notamment pour remobiliser une partie des abstentionnistes. Le tout sans essayer de reconstituer en vain l'ancien bloc traditionnel pré-80. Les auteurs terminent leur ouvrage par une réflexion sur l'avenir de la gauche dans ce paysage politique instable. Les transformations du capitalisme français ont bouleversé les structures sociales et les attentes en matière de politique économique. Et ces dynamiques se sont accélérées avec le mandat d'Emmanuel Macron. Et il est essentiel de comprendre cette situation pour construire une stratégie politique cohérente. Battre Macron est possible, mais cela va demander une stratégie claire et efficace qui ne se base pas sur l'exclusion des classes populaires. Pour les auteurs, il est indispensable que la gauche recentre les débats sur les questions économiques, environnementales et sociales, et ne se laisse pas submerger par les questions identitaires et sécuritaires qui font les bonnes affaires de la droite. Et il semble aussi essentiel de dépasser les clivages concernant la question européenne. Et enfin, de réaffirmer contre le discours dominant la pertinence du clivage gauche-droite, qui implique de renoncer à deux objectifs, celui de rassembler l'ensemble des classes populaires et celui de reconstruire l'identité du vieux bloc de gauche. Selon les auteurs, il faut se donner les moyens de combattre Macron pour ce qu'il est,
Non pas le défenseur d'une société ouverte, opposé au conservatisme culturel, ou un européiste convaincu qui combat le nationalisme sous toutes ses formes, mais tout simplement un président néolibéral de droite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et surtout à partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures afin de penser et de repenser le monde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la France traverse une grosse crise sociale et politique qui semble s'être intensifiée sous le mandat d'Emmanuel Macron. Mais quelles en sont les origines plus profondes? Ouais bon, la comédie c'est vraiment pas fait pour moi.